Bien, maintenant que notre amie a fait quelques vocalises en espagnol, elle se sent mieux. Je la remercie donc de ce bel effort de synthèse qui montre les incontestables difficultés de la recherche sur l'archéologie de la production, surtout urbaine, dans la péninsule ibérique. Comme Yolanda Peña l'a souligné, elles sont dues à des causes historiques dans le passé récent de l'Espagne et du Portugal, mais certainement aussi un retard dans la mise en place de services efficaces de gestion du patrimoine et des fouilles préventives. Mais tout de même, depuis la fin des dictatures, la situation s'est considérablement améliorée. Beaucoup de villes et de régions sont désormais dotées de services archéologiques efficaces. J'ai pu constater de mes yeux le travail extraordinaire que ces services réalisent à Valencia avec Albert Ribera, à Alicante avec Manolo Manifeli, en Catalogne avec l'Institut catalan d'archéologie classique, à Antequera, à Malaga avec Manuel Romero, à Mérida avec le Consorcio de Archéologie, à Cartagena avec José Miguel Noguera, etc. Yolanda Peña a aussi souligné le travail de formatage des données sur le patrimoine archéologique de la part du service municipal d'archéologie de Barcelone, qui est aujourd'hui dirigé par Carme Miro, et dont elle nous a livré les premiers résultats montrant une réévaluation des fouilles anciennes et de premières hypothèses sur la dynamique des productions urbaines. Mais il y en a bien d'autres. La qualité des fouilles réalisées et leur mise en valeur, que ce soit à Lucentum, près d'Alicante, à Mérida, avec son formidable nouveau musée que je vous invite à aller voir, à l'Allemagne de Valencia, par exemple, prouve que l'Espagne donc, a largement rattrapé son retard en matière de qualité de fouilles. On est donc d'autant plus surpris que la documentation sur les activités économiques ne soit pas plus abondante. Nous savons qu'elle s'est beaucoup accrue, cette documentation, sur les campagnes, malgré les destructions massives de l'agriculture intensive, notamment dans la vallée du Guadalquivir. Mais pourquoi, selon vous, a-t-on encore du mal à identifier des artisanats urbains? Est-ce que cela est dû à un manque d'intérêt de la part des chercheurs qui seraient toujours prisonniers de traditions d'études classiques et qui fouilleraient principalement des monuments publics à la recherche d'inscriptions, par exemple, ou de statues? Ou est-ce que cela est dû à l'étendue trop faible des chantiers dans les centres-villes, chantiers qui sont évidemment liés à l'évolution urbaine et à la construction de nouveaux immeubles? Quelle est votre explication de ce retard qui existe malgré les énormes progrès de l'archéologie espagnole de ces 20 dernières années? Dans le cas de l'Espagne aussi, du Portugal, les études archéologiques sur l'activité économique, ce que nous appelons l'archéologie de la production, est en retard comme nous avons vu. Il n'y a que les industries et de les industries de salation de poissons et la production d'huile et de vin qui ont fait l'objet de nombreuses fuites donnant avant connaissance de ces structures de production. Et même dans ces cas, nous ne disposons pas des études spécifiques sur ces activités dans les zones urbaines. Oui, donc probablement c'est dû au fait que, d'une part, vous savez bien reconnaître ces installations, et puis aussi parce que vous avez fait une thèse sur le sujet qui a rassemblé la documentation, et d'autre part parce que, incontestablement, lorsqu'on compare avec ce qu'on connaît par ailleurs en Italie ou en Gaule, par exemple, il y a une forte prégnance de ces installations de production de vin et d'huile dans la péninsule ibérique, dont on ne trouve pas l'équivalent finalement ailleurs. Enfin, donc pour le vin, l'huile et les salaisons, les trois étant vraiment la base de l'économie de l'Espagne. Mais je suis aussi étonné du fait que vous n'ayez pas pu rassembler plus de données sur un artisanat qui est banal et courant, qui est celui du bâtiment. Je n'ai rien vu sur la taille de la pierre, je n'ai rien vu sur des carrières qui auraient été ouvertes dans les centres-villes, notamment à ses débuts, avant que l'urbanisation
ne les recouvre de bâtiments. Je n'ai rien vu sur la production de la chaux en ville, y compris à l'époque tardive, par exemple, à l'époque où partout ailleurs on récupère des marbres dans les bâtiments publics pour les transformer en chaux. Je n'ai rien vu sur la production des tuiles et des briques, sauf un cas à Barcelone. Alors, est-ce que cela est dû au fait que ces productions sont surtout faites à la campagne, ou bien est-ce qu'il y a des indices de production urbaine? Je me suis par exemple posé la question à propos de Lugo, Lucus Augusti. Est-ce que les potiers ont fait à côté de la vaisselle des matériaux de construction, c'est-à-dire des tuiles et des briques, ou est-ce qu'ils n'ont fait que de la vaisselle? Dans l'état actuel de la documentation, tous les témoignages de production des tuiles, des briques, de la salle ont été retrouvés dans les campagnes ou dans le suburbium de les villes. On peut citer, par exemple, le nombreux four à chaux de Loranca, près de Madrid, publié par Luis Carlos Luis Tobar dans les colors Artifices idóneos de Mérida, qu'on a parlé évidemment. Dans le cas de Lugo, la production semble exclusivement concerner des vaisselles de table, en particulier des plaies enrobées. Il n'y a pas de grande production de matériel de construction. Donc c'est assez logique finalement. Et c'est ce qu'on voit aussi en Italie. Principalement la production de briques, de tuiles, d'amphores et de dolias se fait à la campagne, on l'importe dans la ville. Je suis quand même plus étonné que vous n'ayez pas trouvé de traces de chantier, d'atelier, de taille de pierre, etc. Donc il y a probablement un travail à faire aussi sur cette question-là, étant donné que l'artisanat du bâtiment, c'est quand même ce qu'il y a de plus visible dans les villes, puisque l'habitat et les maisons sont là pour nous montrer qu'il y a bien eu des artisans pour les construire. On va rentrer un peu plus dans le détail de l'affaire de Barcelone. Et peut-être qu'on va revenir sur la Plaza del Rey. Je me permets de contester l'interprétation, au moins de l'un des ateliers de la Plaza del Rey par Julia Beltrán, que vous avez suivi peut-être un peu aveuglément, lorsque vous dites que la découverte de divers produits, dont l'urine, la cendre, le bleu égyptien, peut indiquer qu'il s'agit d'une foulerie. Je pense que dans la réévaluation des fouilles anciennes, il faudrait probablement être plus critique. Dans cet atelier, vous dites vous-même qu'il n'y a pas de stalle de foulage, c'est-à-dire la cuvette dans laquelle le foulon piétine énergiquement les tissus. Il n'y a pas de trace d'argile à foulon, qui est une autre caractéristique de ces ateliers. Quant à l'urine et à la cendre, vous conviendrez avec moi qu'elles peuvent être les résidus de toute autre chose bien plus banale qu'une foulerie. Enfin, le bleu égyptien, qui est un colorant artificiel à base minérale, destiné à la peinture murale, n'a jamais été utilisé en teinturerie, car il ne se fixe pas sur les tissus. Pour obtenir la couleur bleue, les teinturiers antiques employaient l'indicum, c'est-à-dire notre indigo qui était importé d'Inde, et le pastel. On voit donc qu'il ne reste aucun indice d'une possible foulerie ou teinturerie à la Plaza del Rey. Alors je suis bien sûr tout à fait désolé d'anéantir une des rares traces possibles de la filière textile, mais il faut d'abord éliminer toutes les fausses interprétations avant de bâtir tous nos raisonnements. Ceci dit, je crois que la fabrication de nombreux pesons dans les ateliers de potiers montre qu'il y avait bien. Donc pour en revenir à Barcelone, je crois qu'il faut éliminer cette interprétation qui, à mon avis, ne soutient pas la critique. Ça ne veut pas dire que la colonie de Barcelone n'a pas eu un rôle important dans le domaine de la production textile, mais ça veut dire qu'il faut rechercher plus avant des preuves et en tout cas éliminer celles-ci. Est-ce que ça marche? Ah, si, ça. Donc, comment vous expliquez ce fait, cette discordance entre ce qu'on peut observer dans la ville et ce que vous avez vu
des productions des potiers qui tend effectivement à montrer qu'il y a une production textile. Je crains fort que l'explication soit les mêmes que dans les cas précédents. Il faudrait varier un peu les explications quand même. C'est-à-dire le retard considérable des études sur l'archéologie de la production en Espagne et au Portugal. Il faut faire une critique détaillée des rapports des fouilles anciennes. Il faut promouvoir la généralisation des méthodes comme la tamisage systématique des sédiments dans le but de faire des analyses carpologie par flottation d'eau. Il faut aussi multiplier les analyses de ossements trouvés dans le fil afin de déterminer la présence de tel ou tel artisanat comme les charcuteries ou les salaçons, ou la tinerie ou le travail de l'os. Il faut enfin réaliser des analyses biochimiques des cuves chaque fois que nous suspectons un atelier afin de déterminer s'il s'agit de production d'huile, de vin, de salaçons ou bien de filerie. Ces protocoles d'études couramment intégrés dans la fouille en France demandent à être généralisés en ce qui concerne la péninsule ibérique. Il est certain que nous avons assisté au cours des dernières décennies à une augmentation de ce type d'analyse, mais cela reste encore insuffisant. D'autant plus que ces recherches se sont concentrées essentiellement dans le monde rural. Tout en courant de la recherche d'Espagne et au Portugal tend à minimiser la dimension économique des cités. Ces désintérêts impactent fortement les recherches sur les filières productives présentes en ville. En fait, encore aujourd'hui, lorsqu'une fouille est programmée, elle portait prioritairement sur les édifices monumentaux et spectaculaires, une statue, une inscription, et très peu sur les lieux de travail et les habitants des pauvres. Le rôle de la production de villes est donc négligé parce que est considéré comme négligeable. Oui, c'est un peu un cercle vicieux, puisque vous ne vous intéressez pas à la question. Puisqu'on considère que ce n'est pas important, on ne s'intéresse pas à la question, donc on n'a pas la documentation, donc ce n'est pas important. C'est un peu ça le phénomène. Je voudrais rester sur la question du textile, parce que c'est très important. Vous avez dit que Alejandra Uscatescu, en 1994, n'avait trouvé à l'époque que 2 teintureries, une à Torreblanca del Sol, à Malaga, et l'autre à Obulco, dans la région de Jaén. Et 2 fouleries qui étaient connues à l'époque par, uniquement, non par des vestiges archéologiques, mais par des mentions épigraphiques. Il ne me semble pas que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire une présentation critique de ces sites sur lesquels on voudrait en savoir un peu plus. Et quant aux mentions épigraphiques, je voudrais que vous me donniez quelques précisions. D'où viennent les inscriptions? De quand datent-elles? Et qu'est-ce qu'elles disent? Nous n'avons pas de limaces. Je ne sais pas si peut-être à nouveau le PowerPoint, peut-être. Bon, va bien, je peux... Est-ce qu'on peut rallumer le projecteur? Ça serait plus clair. Oui, très bien. Il se passe quelque chose. Ah, c'est vrai, c'est pour indiquer la localisation seulement, c'est bien. Dans les cases... Là, ça a l'air de marcher. Non. Tant pis. Dans les cas des sites de Torreblanca del Sol, on trouve seulement des cuves. Si? Ah, très bien. Mais où est-ce que c'est d'ailleurs Torreblanca del Sol? Ici, à Malaga. Mais nous ne le voyons pas ici. Je ne sais pas si se voit. Oui? Ah, mieux. Ici, c'est Torreblanca del Sol. Dans le cas de site de Torreblanca del Sol, on trouve seulement des cuves associées à des murets. Des murets. Des murets. Un coquillage concassé. Pourtant, indiqué une teinturerie de pourpre. Mais il n'y a pas d'analyse à cette installation. Cette installation n'est pas située dans le milieu urbain, dans le milieu rural.
Dans le cas de Hulco, que c'est une petite ville que nous trouvons dans l'intérieur de la Vétique, une petite ville dans la région de Jaén, c'est l'inscription funéraire d'un infecteur appelé Uberalis, qui attestait l'assistance d'une teinturerie. Dans le cas d'Ajustrel, ici, dans Portugal, dans le cas portugais, dans le cas d'Ajustrel, les fouleries sont officiellement mentionnées dans la table 1 de la Lex Metalli Bispacensis. C'est un code juridique c'est très difficile pour moi, ce code juridique fut gravé sur deux plaques de bronze au second siècle après Jésus-Christ et il atteste qu'il y avait des tabernae Foulonicae dans la ville. Le dernier document épigraphique a été découvert à Burgos, dans l'intérieur de l'Espagne, dans la vallée du Duero. C'est une inscription concernant un collegium, donc une association professionnelle datée de 239 après Jésus-Christ. Elle mentionne une Pettenarius et deux Fulones. Dans ce cas, l'association entre Pettenarius et Fulo indique qu'il s'agit des cardeux plutôt que des fabricants de peignes. Oui, parce que c'est le sens originel du terme. Effectivement, l'association des deux indique que c'était plutôt des cardeurs et donc qu'on a affaire à probablement le signe que dans cette ville il y avait, comme partout, une industrie textile certainement importante. Alors si on reste dans le même secteur qui est celui de l'habillement, je suis extrêmement surpris que vous n'ayez trouvé aucune trace de l'industrie basique qui est la tannerie, parce que la production de cuir est fondamentale, tout le monde portait des chaussures. Les charrois utilisaient de grandes quantités de cuir pour le harnachement et pour le transport. L'armée en faisait une énorme consommation aussi. Bref, c'est une industrie qui devait se trouver partout et qui, à la différence du tissage, par exemple, laisse des traces archéologiques claires, et notamment des cubes cylindriques et des déchets caractéristiques. On en a identifié à Rome, à Milan, à Pompéi, à Sépinum et récemment à Nîmes. Comment se fait-il que dans toute la péninsule ibérique, on ne trouve pas une seule tannerie ? Là, je pense qu'il y a un vrai problème. Je pense que là encore, il s'agit d'un état de peu avant de la réserve, évidemment. Non seulement il ne m'a pas été possible de déceler aucune tannerie dans la littérature archéologique disponible, mais encore, il y a très peu de fouleries et de teintureries qui sont très habituelles, d'autant plus que vous venez de démolir l'hypothèse d'une foulerie à Barcelone. Il faudrait lancer une enquête spécifique sur ces industries et cela devrait être une priorité pour les futures thèses de doctorat. À titre d'exemple, lorsque je commence ma propre thèse de doctorat en 2000, on connaît tout au plus une vingtaine d'installations vinicoles ou olicoles fouillées dans les péninsules ibériques. Aujourd'hui, nous en recensons plus de 750. 750, ça fait un gros écart. Je crois qu'il est indispensable de réaliser ce même type d'enquête fondée sur l'inventaire critique des vestiges fouillés, sur l'ombre actualisée, nos connaissances, et même, enfin, l'accent historiographique sur ces réalités économiques dans les péninsules ibériques. Donc voilà un beau sujet de doctorat à donner pour un étudiant que ça intéresserait. On va passer à un autre type de vestige qui, là, apparemment, a fait l'objet de recherches et qui montre que c'est un artisanat qui devient visible. C'est celui du verre. Vous avez souligné, à juste titre, l'émergence dans la bibliographie grâce à l'article notamment de Maria Dolores et de Mario da Cruz, que l'artisanat du verre, dont j'ai dit ici à propos même de Pompéi que c'est un exemple emblématique de la diffusion rapide d'une innovation technique considérable, que cet artisanat donc commence à se voir archéologiquement. Rappelons que le soufflage du verre, inventé en Syrie au 1er siècle avant Jésus-Christ, se répand en Italie à la fin de ce même siècle, du 1er siècle avant Jésus-Christ, et presque aussitôt dans toutes les provinces occidentales. Il remplace dès lors,
rapidement la céramique pour les conteneurs de produits de luxe, notamment pour les huiles parfumées et pour la boisson, les coupes et gobelets remplaçant progressivement les gobelets en céramique à parois fines dans le courant du 1er siècle. Rappelons aussi la place du verre est minorée dans les résultats archéologiques par rapport à la céramique, parce que, à la différence de la céramique, le verre se recycle et qu'il donnait lieu à une récupération systématique. À ce propos, je vous rappelle que votre lointain compatriote, le poète Martial, qui habitait à Rome, mais qui était natif de Bilbilis, près de Saragosse, a été témoin dans la Rome de la fin du 1er siècle de notre ère, il vivait sous Domitien, de ces colporteurs qui récupéraient le verre brisé. Dans la satire, au livre 1, la satire 42 du livre 1, il évoque un marchand ambulant du Trastevere, c'est-à-dire de ce quartier de Rome qui est au-delà du Tibre, qui échange des allumettes soufrées contre des verres cassés, ce qu'on appelle en termes techniques le cassin, c'est-à-dire ce matériau de récupération que les verriers refondent. En résumé, donc, c'est un artisanat urbain de grande importance. On commence à le voir fréquemment apparaître, comme en Gaule et en Germanie, dans les vestiges archéologiques. Mais je voudrais vous poser donc un certain nombre de questions complémentaires. Premièrement, quelle est la tendance ? Je m'explique. Dans les autres types d'artisanat, vous avez indiqué qu'on a surtout des témoignages de production au 1er et 2e siècle, avant un déclin, alors que dans le cas du verre, on aurait une augmentation. Si cette impression est juste, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment une augmentation de la production du verre en milieu urbain à partir du 3e et du 4e siècle après Jésus-Christ, il faut trouver une explication. Est-ce que au 1er et 2e siècle, les ateliers de verriers étaient hors de la ville et donc n'ont pas été encore détectés, alors qu'ils pourraient retourner en centre-ville à partir du 3e siècle parce que la pression démographique, par exemple, diminuerait et libérerait des espaces libres. Alors ça m'amène une question plus précise sur l'atelier du verrier de la rue Sabadell à Valencia. Donc peut-être qu'on pourrait revoir sur... Oui, ici, nous le voyons. Qui est ici, oui. Je n'ai pas bien compris si l'atelier faisait partie de la maison ou s'il utilisait, il s'installait en quelque sorte dans les ruines d'une maison. Alors la question mérite d'être posée parce que dans le premier cas, on se trouverait dans la situation classique d'un propriétaire urbain qui accroît ses revenus en louant un atelier à un verrier, voire en achetant un esclave verrier qu'il mettrait au travail. Et dans le deuxième cas, il faudrait imaginer que c'est la décroissance démographique qui a dû toucher les Espagnes comme le reste du bassin occidental de la Méditerranée vers la fin du IIe siècle, qui aurait provoqué l'abandon, la ruine des maisons, et ces ruines des maisons auraient été récupérées plus ou moins abusivement par des verriers. Est-ce que les fouilleurs se sont posé la question, et se sont posé la question en ces termes, est-ce qu'ils y ont répondu? Et vous-même, quelle est votre opinion sur cette question-là? Donc ça fait beaucoup de questions, mais je pense que ça encadre bien notre problématique, c'est-à-dire est-ce que on a une réelle augmentation de l'artisanat du verre à la fin de l'Antiquité, ou est-ce que c'est une vision déformée par ce que nous savons de l'archéologie? Et qu'est-ce qui se passe vraiment à la fin de l'Antiquité? Est-ce que les verriers s'installent dans le centre-ville parce que les centres-villes sont en ruine et donc ils peuvent s'installer n'importe où? Ou est-ce qu'on est encore dans un schéma de type qu'on voit au Haut-Empire, c'est-à-dire des propriétaires qui louent des ateliers ou qui mettent à travailler des esclaves? Bon, il semble que le nombre de vestiges ateliers de verrières augmente notablement à partir du IVe siècle et que la tendance se renforce au cours de l'Antiquité tardive, y compris à Barcelone, où l'on assiste à la construction de des ateliers de verrières au XVIe siècle. La diminution de la pression démographique dans le cœur de la ville me paraît une explication valable, mais nous devons attendre des confirmations avant d'affirmer. En effet, les vestiges datés des périodes anciennes de villes sont plus difficiles à atteindre et souvent mal conservés ou même détruits. Il y a, comme je l'ai signalé, un bon nombre d'ateliers qui datent sur les premiers siècles en contexte urbain. La question, je crois, est donc ouverte.
En ce qui concerne le cas spécifique de la rue de rue Sabater à Valencia, les données dont nous disposons ne nous permettent pas de dire si la maison était en ruine ou non. À Complutum, une cité de l'intérieur de l'Espagne qui a fait l'objet de fouilles systématiques, nous voyons que des ateliers métallurgiques de cuivre et de fer s'installent dans les maisons abandonnées à partir de milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ. Ces ateliers urbains fonctionnent jusqu'à début du IVe siècle. Oui, en fait, ça nous ramène à ce que nous avons déjà vu, il me semble bien, dans le séminaire précédent. Si l'archéologue n'a pas la bonne question, il n'a pas la bonne réponse. Or là, il est clair que dans le cas de la rue Sabater à Valencia, si vraiment les archéologues ne se sont pas posé la question est-ce que cet atelier s'installe dans des ruines ou non, parce que derrière, il y a toute une problématique historique, il ne fait pas les bonnes observations. Donc, il y a encore des progrès à faire dans l'observation supportée par une problématique, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il faudra probablement que vous écriviez un article de méthodologie pour dire à nos collègues qu'est-ce qu'il faut observer désormais. Alors, venons-en à l'artisanat alimentaire, et particulièrement en boulangerie, qui, vous l'avez souligné, est le signe même du développement urbain, de la hausse du niveau de vie et de la monétarisation de l'économie. Vous avez dû passer un peu vite, car on ne peut pas tout traiter dans un exposé d'une heure, mais je voudrais que vous nous en disiez un peu plus sur les boulangeries que vous avez citées à Italica et à Mérida. La question que je me pose, est-ce qu'elles sont associées, comme à Pompéi, à des meuneries? Première question. Quelle est leur importance qu'on pourrait mesurer au nombre de meules et de pétrins mécaniques? Est-ce qu'il y a d'ailleurs des pétrins mécaniques? Je ne pense pas que vous l'ayez examiné. Et aussi une question que je pose systématiquement, parce que c'est l'un de mes chevaux de bataille. Est-ce que vous commencez enfin à trouver des vestiges de moulins hydrauliques? Je suis tout à fait persuadé qu'il y en a partout en Espagne. Vous savez que j'ai publié il y a maintenant pratiquement 20 ans un moulin à eau qui produisait de la farine dans la ville de Coimbra au Portugal. Je suis sûr qu'il y en avait dans toutes les villes. Je suis par exemple allé donner l'année dernière une conférence en Croatie et j'ai découvert plusieurs moulins hydrauliques anciennement dégagés mais non reconnus dans la ville de Salona, qui était une grande ville. Et là, on est à l'intérieur de la ville, il y a un cours d'eau qui passe dans la ville de Salona, et le long de ce cours d'eau, il y a plusieurs moulins hydrauliques qui n'ont pas intéressé visiblement les fouilleurs de la fin du 19e et du début du 20e siècle, tout simplement parce qu'ils recherchaient des églises et des palais épiscopaux, et ils ne s'intéressaient pas du tout aux questions qui nous occupent aujourd'hui. Cette question, comme vous le savez, est essentielle parce que l'utilisation de l'énergie hydraulique est l'une des marques du développement technique et économique de l'Empire romain. Donc, je voudrais que vous m'en disiez plus sur Italica et Mérida, et vous me disiez enfin si vos collègues commencent à rechercher sérieusement les moulins hydrauliques. Bon, à Italica et à Mérida, il s'agit de boulangeries qui s'occupent exclusivement du façonnage et de la cuisson de pain, sans qu'il y ait de meuneries associées. Ce sont des établissements qui font le pain et le vendent dans leur rue, car ils sont en contact avec leur rue par l'intermédiaire d'une boutique. Et en ce qui concerne le moulin à eau, la situation est mal connue, mais je crois qu'elle change un peu. Dans les parties nord de la région de Cordoba, on a récemment récupéré des meules qui pourraient appartenir à ces installations et qui pourraient être liées à des activités minières. C'est à nouveau un vieux sujet de thèse de doctorat qui recenserait tous les meules d'une région comme il a fait Samuel Lange-Pierre pour la Narbonnaise. Il faut signaler aussi que les structures encore inédites d'une boulangerie à Torre Paredones, que nous pouvons voir ici dans l'image, près de Cordoba, pourraient comporter un moulin hydraulique. Mais c'est une hypothèse. Oui, parce qu'on a cet emplacement noir qu'on voit sur la photo, en fait, ça serait l'emplacement de la roue à Aube
qui actionnerait le moulin, c'est ça Nous ne savons rien parce que c'est encore inédit. C'est seulement un noticia dans la presse. Une information dans la presse. Je le prenais d'une information dans la presse. Et visuellement, ces structures peut être un moulin. Et ici, sur le fort de la boulangerie, bon, c'est une hypothèse, mais encore n'est pas publiée. Bien, mais en tout cas, il faut espérer que les fouilleurs se poseront la question. Je note que ça avance légèrement, mais qu'on est loin d'avoir des avancées. L'intéressant quand même de l'affaire de ces meules de la région de Cordoue, c'est que ça serait lié à des activités minières, c'est-à-dire qu'on les aurait utilisées pour broyer du minerai. Nous pensons. Il est encore plus intéressant. Il est plus de ces manières. Si on rentre maintenant dans les villes, je crois que celle qui, dans l'état actuel de la documentation, qui, comme on l'a vu, est très inégale, la ville qui illustre le mieux le phénomène des ateliers urbains, dans ce que vous avez présenté, c'est la ville de Lucus Augusti, donc c'est Lugo, qui est dans le nord-ouest de la péninsule. Si j'ai bien compris, vous avez détecté au moins une vingtaine d'ateliers de potiers fouillés dans cet atelier. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils ne font ni tuiles, ni jarres, ni amphores, ni briques, mais qui sont spécialisés dans de la vaisselle. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a fait le succès de cette vaisselle? Est-ce qu'il y avait des gisements d'argile particuliers, par exemple d'argile réfractaire? Et est-ce qu'on connaît la diffusion de ces poteries? Parce que pour supporter pendant tant de siècles une telle industrie, il faut bien qu'ils aient vendu non seulement dans la ville, non seulement dans leur territoire, mais au-delà, parce que les habitants de la ville auraient été submergés par les poteries et ils ne sauraient plus qu'en faire. Donc j'imagine qu'il y a un phénomène d'exportation extra-régional, extra-local, ça c'est sûr, extra-régional possible. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? À Lugo, nous constatons surtout la fabrication des céramiques communes et d'imitation des céramiques sigillées. Le plus grand part de la production de Lucus Augusti portait sur des céramiques enrobées de très très bonne qualité. Vous n'avez pas porté une photo? Non. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Bien, c'est vrai. Parce que je pense qu'il n'y avait pas de temps pour parler de tout. Oui. Mais vraiment, ils sont une production très jolie. Je n'ai pas beaucoup de vocabulaire. Ils sont très impressionnants. Il s'agit de céramiques engobées de style indigène. Il s'agit de vases principalement ouverts, recouverts d'un robe rouge brillant, obtenu par un polissage final très bien réalisé. Et c'est un robe recouvert seulement le fond du plat à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur présente un intense couleur noirâtre. Cette production commence au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Nous voyons ici les ateliers, le fort de l'époque haute impériale. Elle a persisté jusqu'à le 1er siècle après Jésus-Christ. Nous voyons ici les autres forts avec une évolution des forts. Au début, les chercheurs ont postulé une distribution régionale de ces vases, avec un marché concentré dans la partie nord de la péninsule ibérique, dans ce sens. Mais le recherche récent montre que la diffusion de ces vases atteint la Mécène. Ici, nous avons trouvé des pièces de ces poteries. La porosité des arcistes de Lucus Augusti confère une grande légèreté aux bases. Les techniques de production héritées de la période pré-romaine expliquent aussi leur succès, je crois. Donc, en fait, ils auraient produit des céramiques un peu équivalentes à celles qui sont faites à Cumes, des céramiques à vernis rouge interne qui permettent de faire des cuissons au four. Donc, ça suppose une argile réfractaire d'un côté, ça suppose un certain mode de fabrication. Et ils auraient remplacé, parce que c'est une zone qui est évidemment difficile à atteindre pour des céramiques qui viennent de la Méditerranée, ils auraient remplacé dans ce secteur-là des importations qui partout ailleurs viennent
de la région de Cumes et de Pouzol. C'est un peu ça l'idée sur laquelle vous travaillez à l'heure actuelle. Alors, ça nous amène à nouveau sur un cas que vous avez souligné, qui est la ville de Monigua, que vous connaissez bien et qui présente des caractéristiques telles qu'on peut s'interroger sur le rôle de la ville. D'une part, nous avons vu que c'est une petite ville qui est d'une création relativement récente, qui est liée à l'exploitation des mines. Et vous avez expliqué que d'une part, il y a ces installations urbaines de production de l'huile, pour laquelle on se pose la question, est-ce que vous pensez, j'ai cru comprendre que vous pensiez que c'était le cas, qu'il s'agissait de production domaniale, mais que ces productions domaniales étaient au moins en partie vendues aux habitants de la ville. Alors, je voudrais avoir une confirmation là-dessus. Et je voudrais souligner que, de toute façon, ce sont des installations qui ne sont pas très importantes, surtout si on les compare aux huileries des grands domaines agricoles de Jaén ou d'Antequera, qui ont été récemment fouillés. Donc, la question est, à qui est destinée cette vente locale? Alors, on pense bien sûr immédiatement aux mineurs et aux métallurgistes qui ont des revenus non négligeables, puisque évidemment ça rapporte de faire des métaux, mais qui n'ont évidemment pas le temps de cultiver des oliviers. Alors, est-ce que vous pensez que c'est ça le marché pour cette production urbaine et qui, en quelque sorte, travaillerait un peu en circuit fermé? Bon, à Monigua, le déclat des pressoirs sont associés à des maisons. Ici, nous le voyons, dont nous supposons qu'il s'agit de production domaniale, en partie pour la consommation des habitants et en partie pour la vente. Comme l'indique la présence d'une boutique dans le cas de la maison 2, il y a une boutique pour la vente à la rue. Quant à son rôle commercial, il faut rappeler que Monigua se situe à proximité de la vallée du Guadalquivir, mais l'orographie du territoire, ici nous le voyons, c'est un territoire très montagneux. C'est difficile nous pensons qu'il est pour approvisionner le ramassé de Rome, le ramassé interrégional. Tout semble indiquer que la production de huile était destinée à répondre à la demande de la ville elle-même et à son territoire, incluant bien entendu ceux de travailleurs des mines. Oui, donc là, on a une ville dont les productions agricoles sont vraiment destinées à la localité. Mais évidemment, se pose la question de la métallurgie. Bien que le site ait été largement dégagé et apparemment très bien fouillé, vous avez dit qu'il n'y a pas d'atelier de fondeur de cuivre, mais uniquement des forgerons. Alors la question, ce qui se pose, il semblerait donc que les agriculteurs et les mineurs viennent en ville pour acheter ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire notamment de l'huile. Ça implique que, comme pour les produits agricoles, le premier travail de transformation du minerai se faisait au plus près des mines, ce qui est logique pour éviter les transports pondéreux et ce qui est en cohérent avec ce que nous savons par la fouille des mines. Donc, Monigua remplirait le rôle normal des villes antiques, produire des outils en fer pour l'agriculture et éventuellement pour les mines dans ce cas particulier. Donc, loin d'être uniquement une ville de consommation, Monigua jouerait un rôle complexe à la fois de centre organisateur, de lieu de production d'outillage et de denrées alimentaires et de lieu d'approvisionnement. Et quelque part, cette ville serait intégrée dans un complexe productif articulé en plusieurs segments, qui va de la mine au commerce dans le bassin méditerranéen. Est-ce que ce schéma explicatif vous paraît expliquer ce que l'on voit sur le terrain, et notamment ce qu'ont trouvé les fouilleurs allemands qui ont travaillé sur ce site? Los ser de Tomás Skadner y Gobaín Ovejero y Juan Aurelio Pérez sur Monigua vont dans ce sens. Cette équipe a localisé le champ de traitement des minéraux, de cuivre et de fer aussi au pied des mines et les ateliers de force en ville.
Même si une première production de cuivre est attestée en ville par des scories datées à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ et du début du 1er siècle après Jésus-Christ, l'économie de la cité change vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ avec l'artisanat sidérurgique. Cette multiplication des ateliers de force a été associée par les fouilleurs à la réalisation d'outils destinés à l'intense culture des lumières dans la vallée du Guadalquivir. Pardon. La cité de Munigua serait donc un centre sidérurgique utilisant les minéraux de fer extraits dans son région et répondant à la forte demande d'outils agricoles d'une basse région, celle de la vallée du Vaetis. Ah oui, donc ce n'est pas tout à fait l'explication à laquelle je pensais, c'est-à-dire qu'ils font non seulement des outils pour les mines, évidemment, mais qu'ils utilisent le minerai de fer de la région, et donc certainement la réduction du fer sur place, pour produire les outils agricoles qui sont demandés en grand nombre, bien entendu, par les agriculteurs de la vallée du Bétis, ceux qui font ces grosses productions d'huile destinées à l'armée romaine, à Rome et à l'approvisionnement de Rome et plein d'autres cités dans l'Empire. Donc un rôle beaucoup plus articulé encore dans le cadre de la grande économie de la production et de l'exportation de l'huile. Alors, le cas de Minugua nous oblige à nous poser, pour finir, la question bien plus complexe de Cartagonova, Carthagène. Carthagène est un port, c'est le port des mines, en fait, des mines d'argent et de plomb, de la Sierra minière qui est juste à côté. Nous savons par Polybe, par l'historien Polybe, qu'il y avait, en 210 avant Jésus-Christ, pas moins de 2000 artisans métallurgiques dans la ville. Alors, la question qui se pose, où est-ce que sont ces ateliers? Je sais qu'on a réalisé des fouilles récentes, par exemple à Plaza de San Ginés ou Ginés San Ginés. Où il existe des niveaux puniques. Et aussi dans les rues, par exemple Faquineto et San Cristobal Larga, où des couches d'époque républicaine ont été trouvées. C'est là qu'on s'attendrait à trouver des traces d'activité métallurgique. Est-ce qu'il y en a eu ou est-ce qu'il y en a ailleurs? C'est une question que les sources écrites à notre disposition nous obligent à poser. Ou alors, est-ce que ça signifie, si on n'en trouve jamais, que ces ateliers de fondeurs étaient hors de la ville, peut-être uniquement auprès des mines, comme à Munigua? Et dans ce cas, est-ce que ça signifierait que Polybe parlerait en général du territoire dont Carthagène est le débouché sur la mer? Mais dans ce cas au moins, comme à Munigua, on devrait avoir des forgerons qui produisent des outils. Alors, la question est double. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune installation de travail des métaux dans la ville, notamment de fonte des lingots de plomb ou de coupellation de l'argent? Et d'autre part, est-ce qu'il y a ou non des forges qui auraient produit les mêmes outils que ce qu'on peut voir à Munigua? Excusez-moi. La révision des données disponibles sur la cité de Cartagena ne permet pas de localiser dans la ville les artisanats signalés pour Polybe. Bien entendu que je n'ai pu réaliser une enquête exhaustive sur tous les rapports de fouilles de la cité de Cartagonova. Mais il en est de même pour les salations de poissons. On ne connaît aucun établissement de salations, alors que plus l'ancien mentionne que l'on y produisait en Raroun et Sélène. Nous connaissons sur les activités économiques de cette ville ses limites en son territoire. Nous connaissons bien le mine alentour de Cartagena grâce aux travaux de Juan Antonio Antolinos de la Université de Murcia, qui soutiendra prochainement sa thèse de doctorat sur ce sujet. Nous devons constater à nouveau pour ces cas le rang important de ces études sur les mines qui ont été impulsées il y a déjà longtemps par Claude Domer. Cette exploration contraste avec le manque de publications sur les ateliers métallurgiques urbains, mais il montre le chemin à suivre. Donc, effectivement, si je comprends bien votre réponse, ça veut dire que la ville de Cartagena,
dont on attend qu'elle soit une ville vraiment très importante pour la production métallurgique, n'a pas fait l'objet encore de suffisamment de recherche pour qu'on soit sûr que la production se faisait à l'extérieur. On sait qu'elle se fait à l'extérieur puisqu'on a des installations de production de métaux dans les mines, mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait aussi en milieu urbain. Il faut continuer la recherche puisque une production aussi visible que celle des salaisons de poissons, dont nous savons qu'elle existait grâce à la mention de Pline, n'ont plus été retrouvées. Donc, en quelque sorte, Cartagena est un peu emblématique de l'état de la recherche en Espagne. Beaucoup de progrès ont été faits et il reste encore un très long chemin à parcourir. Et comme vous l'avez souligné, il faut donc continuer dans cette voie. Pour la métallurgie lancée par Claude Domer, que j'avais reçu ici il y a quelques années et qui a fait un travail formidable sur les mines, il s'agit maintenant de pénétrer à l'intérieur des villes et de recenser le plus possible de ces installations. Il faut donc impulser ces recherches. Vous me paraissez parfaitement placé pour le faire et donc je vous souhaite de pouvoir relancer et faire avancer ce domaine de recherche. Et je donne rendez-vous à notre public la semaine prochaine où je continuerai à traiter, on reviendra à Pompéi, et je continuerai à traiter, là pour le coup, des tanneries, parce que nous en avons, nous, madame, à Pompéi, et nous verrons aussi l'artisanat, notamment du textile, qui est assez clair à Pompéi et qui doit servir de modèle pour des interprétations partout ailleurs, au moins dans la Méditerranée occidentale, voire dans l'ensemble de la Méditerranée, et particulièrement en Espagne, où nous espérons que dans quelques années, nous aurons une documentation plus cohérente. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.